Je ne savais pas à quel point ma famille m'avait hiérarchisé jusqu'à ce que ma mère le dise à voix haute lors d'un dîner. Pas avec colère, ni sous le coup de l'émotion, mais avec un calme olympien. La famille de ta sœur passera toujours en premier. Tu passeras toujours en dernier. Mon père a hoché la tête comme s'il s'agissait d'une simple équation mathématique. Ma sœur a esquissé un sourire narquois derrière son verre de vin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement dit, c'est bon à savoir. Parce que quelque chose s'est brisé en moi à ce moment précis. Pas mon cœur, mais ma loyauté. Avant de vous raconter ce que j'ai fait ensuite, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne Les Liens du Passé et me dire en commentaire d'où vous m'écoutez. Et dites-moi, avez-vous déjà réalisé que vous étiez la dernière roue du carrosse dans votre propre famille? Je m'appelle Mia, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai appris ma place sans que personne ne m'assoie pour me l'expliquer. Pas de discours, pas de règles affichées sur le frigo, juste des schémas, silencieux, le genre qu'on ne reconnaît qu'après qu'il nous est façonné. J'ai grandi dans une maison à Lyon qui semblait ordinaire de l'extérieur. Pelouse bien tondue, peinture neutre, photo de famille près de l'entrée. Mais si vous restiez assez longtemps à l'intérieur de cette maison, vous pouviez sentir comment l'attention se déplaçait, comment elle coulait rapidement vers une seule personne, et comment elle ralentissait, s'amenuisait avant même de m'atteindre. Ma sœur avait une gravité que je n'avais pas. Les conversations s'incurvaient vers elle. Les projets se faisaient autour de son emploi du temps. Quand quelque chose n'allait pas, les gens accouraient. Quand quelque chose allait bien, ils célébraient bruyamment. J'ai appris très tôt que mon rôle était différent. J'étais celle qui n'avait pas besoin de grand-chose. Celle qui pouvait gérer. Celle que tout le monde décrivait comme « forte », comme si c'était un compliment et non un avertissement. Je n'ai pas grandi sans amour. C'est là que c'est compliqué. J'étais aimée en théorie, à travers des phrases rassurantes comme « tu t'en sortiras, tu es si indépendante ». Un amour qui semblait généreux mais qui venait avec une condition tacite, ne demande pas plus. Ne prends pas de place. N'aie pas besoin de nous comme elle a besoin de nous. Je le remarquais dans de petits moments. Les matins d'anniversaire où mon gâteau venait du supermarché sur le chemin du retour, alors que le sien était commandé chez le pâtissier des semaines à l'avance. Les voyages en famille où ma valise restait au placard parce qu'il valait mieux que j'économise pour mes études. Les jours de remise de diplôme où je prenais les photos pour tout le monde et restais à l'écart en tenant les vestes, regardant les grands moments se dérouler sans moi dans le cadre. Quand je suis partie pour l'université, personne n'a pleuré à la gare. Il n'y a même pas eu de gare, en fait, juste une étreinte rapide dans l'allée et un rappel d'appeler quand je serai installée. J'ai payé mes propres études, travaillé des heures supplémentaires, appris à étirer l'argent et le temps parce que je le devais. Et chaque fois que je réussissais, cela renforçait silencieusement l'histoire que mes parents se racontaient. Tu vois, elle va bien. Elle n'a pas besoin de nous. Des années plus tard, quand j'ai déménagé à Paris pour le travail, le schéma n'a pas changé. Les appels téléphoniques étaient brefs. Les nouvelles de ma vie étaient accueillies par un hochement de tête poli, puis la conversation était redirigée. C'est bien pour ton travail. Mais as-tu entendu ce que ta sœur traverse en ce moment? J'étais devenue experte dans l'art d'écouter, de soutenir et de rester calme pendant que ma propre vie se déroulait en marge. Au moment de ce dîner, celui où ma mère a finalement prononcé ces mots à voix haute, je savais déjà où je me situais. Ce qui m'a choqué, ce n'était pas le classement. C'était l'aisance avec laquelle il le disait. Comme si cela avait toujours été évident, comme si j'avais donné mon accord, et peut-être que d'une certaine manière silencieuse, je l'avais fait. Après ce dîner, rien n'a changé en surface. Et c'était bien là le problème. Mes parents n'ont pas appelé pour prendre des nouvelles. Ma sœur ne s'est pas excusée. La vie a continué, lisse et ininterrompue, comme s'il n'avait pas juste dit tout haut ce qui devait rester tout bas. Mais quelque chose avait changé en moi. Les demandes ont continué d'affluer comme avant. Un SMS de ma mère demandant si je pouvais garder les enfants juste quelques heures. Une mention désinvolte de factures qui s'accumulaient, dite sur le ton léger d'un bulletin météo. Ma sœur transférant un message concernant un paiement refusé, suivi d'un emoji qui rit jaune. Personne ne demandait directement. Il n'en avait jamais eu besoin. La supposition suffisait. J'ai remarqué à quel point mes anciennes réponses avaient été automatiques. Bien sûr, pas de problème, je vais trouver une solution. Cette fois, je n'ai pas répondu tout de suite. Au début, cela semblait faux, comme si j'enfreignais une règle invisible. Je voyais mon téléphone s'allumer et je sentais ce tiraillement familier dans ma poitrine, le réflexe d'aplanir les choses avant qu'elles ne s'aggravent. Au lieu de cela, j'ai laissé le téléphone sur le comptoir. J'ai fini mon café. Je suis allée travailler. J'ai vécu ma journée. Et rien n'a explosé. Cette réalisation était déconcertante. Le monde ne s'était pas effondré parce que je n'étais pas intervenue immédiatement. Pas d'urgence, pas de catastrophe, juste le silence.
Suivi plus tard par un deuxième message, puis un troisième, plus incisif. Ça va? Tu es bien silencieuse. J'étais silencieuse parce que j'étais attentive. J'ai commencé à regarder ma propre vie avec la même clarté que j'apportais à mon travail, mes finances, mon emploi du temps, mon énergie. J'ai réalisé combien de tout cela avait été silencieusement alloué aux autres. De l'argent qui partait par petites sommes régulières. Du temps que je gardais flexible au cas où. Des projets dans lesquels je ne m'engageais jamais totalement parce que quelqu'un pourrait avoir besoin de moi. Alors, j'ai commencé à séparer les choses. Pas de façon dramatique, pas avec des annonces, juste de manière pratique. J'ai déplacé de l'argent sur des comptes qui m'appartenaient à moi seule. J'ai annulé les accès partagés. J'ai arrêté de couvrir les petits paiements qui n'avaient jamais été discutés, seulement attendus. Quand ma sœur m'a demandé si je pouvais la dépanner pour l'instant, j'ai répondu par un simple « Je ne peux pas d'explication, pas d'excuse ». La réaction fut immédiate. Ma mère a appelé, la voix serrée par une inquiétude qui ressemblait davantage à de la confusion. « Est-ce que tout va bien? Tu sembles distante. » Je lui ai dit la vérité, je suis juste occupée. Elle a marqué une pause, comme si elle attendait la fin de la phrase. Quand elle n'est pas venue, elle a comblé le vide elle-même. Tu sais que ta sœur est sous beaucoup de pression en ce moment. Je le savais. Je l'avais toujours su. Ce que je réalisais, c'était que le savoir n'en faisait pas ma responsabilité. Ce fut le tournant. Pas une dispute, pas une déclaration théâtrale, juste le moment où j'ai compris qu'être « la forte » était devenu une excuse commode pour que tous les autres cessent de porter leur propre charge. Je ne savais pas alors à quelle vitesse ils allaient tester cette limite, mais j'allais bientôt le découvrir. L'appel est arrivé un après-midi de semaine, alors que je terminais une réunion. Je pouvais l'entendre avant même que quiconque ne prononce un mot. Cette tension dans la voix de ma mère, serrée, précipitée, le son de quelqu'un essayant de rester calme tout en se tenant sur un sol instable. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Peux-tu passer ce week-end » Elle n'a pas expliqué. Elle n'avait pas à le faire. À ce stade, j'avais appris le langage. Quand ma famille utilisait l'urgence sans donner de détails, cela signifiait que quelque chose avait mal tourné, quelque chose de coûteux. Quand je suis arrivée à Lyon, la maison semblait plus lourde que dans mes souvenirs. L'air était vicié. La table du salon était ensevelie sous des piles d'enveloppes et de papiers volants, des factures, des avis, des imprimés qui semblaient assez officiels pour être effrayants. Ma sœur était assise, rigide sur le canapé, les bras croisés, les yeux fixés au sol. Mon père évitait totalement mon regard. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Personne ne le fait jamais dans des moments comme ça. Ma mère a commencé à parler vite, les mots se bousculant les uns les autres. Une décision commerciale qui n'avait pas fonctionné, des paiements retardés, quelques contrats signés avec optimisme et très peu de marge d'erreur. Elle continuait d'utiliser le mot « temporaire », comme si le répéter pouvait le rendre vrai. J'ai écouté sans l'interrompre, les mains sagement croisées sur mes genoux, comme je l'avais toujours fait. Puis vint la pause, l'inspiration collective, le moment où ils m'ont tous regardé. « Eh bien, » a dit mon père, s'éclaircissant enfin la gorge, « tu es dans une situation stable. Tu n'as pas d'enfant. Tu peux gérer ça mieux que la plupart des gens. » C'était là. La supposition, l'attente déguisée en logique. Ils n'ont pas dit les mots directement, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils s'attendaient à ce que je comble le trou, que j'apaise la crise, que je fasse fonctionner les chiffres comme je l'avais toujours fait. Ma sœur a levé les yeux vers moi, la peur vacillant sur son visage avant de laisser place à autre chose. Le soulagement. Comme si la solution venait juste de franchir la porte. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai posé une question. Quel est le plan si je refuse? La pièce est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Ma mère avait l'air blessée. Mon père avait l'air confus. Ma sœur avait l'air paniquée. C'était comme si j'avais parlé dans une langue qu'ils ne reconnaissaient pas. Ne pas aider n'avait jamais fait partie de l'équation. J'ai besoin de temps, ai-je dit calmement, pour tout comprendre. Ils ont hoché la tête trop vite, reconnaissant, certains. Ils supposaient que « temps » signifiait que je calculais combien je pouvais donner, et non si j'allais donner. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre d'enfant, j'ai fixé le plafond et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, une résolution qui ne venait pas de la colère, mais de la clarté. Le lendemain matin, j'ai pris 2 rendez-vous. Un avec mon thérapeute, un avec un conseiller juridique. Si je devais mettre les pieds dans ce pétrin, ce ne serait pas en tant que filet de sécurité familiale. Ce serait à mes conditions. Quand je suis revenue le week-end suivant, je ne suis pas arrivée avec des réponses. Je suis arrivée avec de la clarté. La maison ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, mais l'énergie à l'intérieur était différente, plus tendue, désespérée, le genre de silence qui émane de gens attendant d'être sauvés.
Les papiers étaient toujours étalés sur la table, maintenant plus organisés, empilés, comme si quelqu'un avait essayé de rendre le chaos gérable. Facture ici, paiement là, quelques contrats agrafés ensemble, les coins cornés par une manipulation nerveuse. Mes parents étaient déjà assis. Ma sœur était assise à côté d'eux, son mari planant près de l'embrasure de la porte comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu dans la pièce où les dégâts avaient été évalués. Personne n'a souri quand je suis entrée. Personne n'a offert de café. Ma mère a rompu le silence la première. « Nous sommes vraiment contents que tu sois venu », a-t-elle dit, les mains jointes fermement sur ses genoux. Sa voix portait cette douceur fragile que je connaissais bien, le ton qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose mais ne voulait pas le dire à voix haute. Je me suis assise lentement et j'ai posé mon sac à mes pieds. « Parlons », ai-je dit. Mon père s'est éclairci la gorge et s'est lancé dans une explication que j'avais déjà entendue. Le ralentissement économique, les retards, le mauvais timing. Il parlait comme un homme présentant un dossier qu'il avait répété toute la semaine, espérant que l'assurance pourrait remplacer la responsabilité. Ma sœur hochait la tête, les yeux brillants, ajoutant occasionnellement un détail sur le stress, les enfants, ou comment rien de tout cela n'était censé arriver. Finalement, les mots se sont épuisés. C'est alors que ma mère s'est penchée en avant. « Nous avons juste besoin d'aide pour traverser cette étape », a-t-elle dit. « Une fois que les choses se seront stabilisées. »« Combien ?» ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. Mon père a hésité. Ma sœur a pris une grande inspiration puis a répondu pour eux. Un chiffre rond, lourd, prononcé avec précaution comme si la façon de le dire pouvait le faire paraître plus petit. Et après cela, j'ai demandé « Quel est le plan ?» Mon père a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, » ai-je dit d'une voix égale, « qu'est-ce qui change ? Pour que cela ne se reproduise plus. » La question est mal passée. L'expression de ma mère s'est durcie. « Mia, ce n'est pas le moment de nous faire subir un interrogatoire. » J'ai hoché la tête lentement. « Alors ce n'est pas le moment pour moi de faire un chèque. » L'ambiance a changé. Ma sœur s'est redressée. « Nous sommes une famille, » a-t-elle dit, la voix s'élevant juste assez pour porter de l'émotion sans basculer dans l'accusation. « Il ne s'agit pas de plan. Il s'agit d'aider. » « Aider qui ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé comme si la réponse était évidente. « Non. » J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. « Et qui m'aide, moi ?» Personne n'a parlé. Mon père s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. « Tu es dans une position différente, » a-t-il dit. « Tu n'as pas les mêmes responsabilités. Tu es célibataire. Tu es stable. Tu peux te permettre d'intervenir. » C'était là. La logique que j'avais entendue toute ma vie. Le calcul qui finissait toujours par me faire absorber les coups. « Je peux me permettre d'intervenir », ai-je dit avec précaution, parce que j'ai passé des années à planifier ma vie comme si personne n'allait jamais me rattraper si je tombais. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « Nous ne savions pas que tu ressentais cela. » J'ai croisé son regard. « Vous le saviez. Vous pensiez juste que ça n'avait pas d'importance. » La pièce est redevenue silencieuse, mais cette fois ce n'était pas de la confusion. C'était de l'inconfort. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti un dossier, le faisant glisser sur la table entre nous. Le mouvement était lent, délibéré. Tous les yeux l'ont suivi. « Voici ce que je suis prête à faire », ai-je dit. « Et voici comment. » Mon père a ouvert le dossier en premier, les sourcils froncés alors qu'il parcourait la première page, puis la suivante. Ma mère s'est penchée par-dessus son épaule. Ma sœur a tendu le cou, son visage se vidant de ses couleurs. « C'est un prêt », a dit mon père d'un ton plat. « Oui », ai-je répondu. Avec des termes clairs. Ma sœur a secoué la tête. « Pourquoi y a-t-il des conditions ?»« Parce que ce n'est pas un don d'urgence, » ai-je dit. « C'est une aide structurée. » La voix de ma mère tremblait. « Tu ne nous fais pas confiance. »« Je fais confiance au schéma, » ai-je dit doucement. « Et ce schéma est en place depuis toute ma vie. » Les conditions n'étaient pas cruelles. Elles n'étaient pas punitives. Elles étaient pratiques. Des actifs devaient être vendus avant que le moindre argent ne change de main. Les dépenses devaient être documentées. Pas de nouveaux engagements financiers sans preuve de viabilité. Une thérapie familiale, non pas comme suggestion, mais comme exigence. Et un accord écrit stipulant que mon nom, mon crédit et mon avenir ne seraient plus jamais considérés comme une roue de secours. Mon père a repoussé le dossier loin de lui. « C'est froid », a-t-il dit. « C'est comme ça que les banques traitent les gens. » J'ai hoché la tête. « Alors traitez-moi comme une banque. Parce que quand vous aviez besoin de soutien émotionnel, j'étais la famille. Quand vous aviez besoin d'argent, j'étais une infrastructure. » Les yeux de ma sœur se sont remplis de larmes.
Donc tu nous punis maintenant. J'ai secoué la tête. J'arrête de me punir moi-même. Elle a regardé nos parents, puis m'a regardé à nouveau. Si tu ne nous aides pas, nous perdons tout. J'ai soutenu son regard. Si j'aide sans limite, je perds tout ce que j'ai construit. Les mots restaient suspendus entre nous, lourds et indéniables. Ma mère a tendu la main vers la mienne, puis a hésité, comme si elle ne savait plus si elle en avait le droit. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir que tu passais en dernier. J'ai doucement retiré ma main. Mais vous l'avez fait. Et vous l'avez dit à voix haute. Personne n'a contesté cela. Mon père fixait la paperasse, la mâchoire serrée. Alors c'est ça, a-t-il dit. Signer ou couler? Non, l'ai-je corrigé. C'est grandir ou répéter les mêmes erreurs. Le temps s'est étiré. Les minutes ont passé. Ma sœur essuyait ses joues, son mari faisant les 100 pas derrière elle. Mes parents chuchotaient entre eux sur un ton bas et frénétique. Pour la première fois de ma vie, je ne comblais pas le silence. Je ne proposais pas de solution et je n'arrondissais pas les angles. J'ai attendu. Finalement, mon père a levé les yeux. Nous avons besoin de temps. J'ai hoché la tête. Vous avez 24 heures. La tête de ma sœur s'est relevée brusquement. C'est tout. C'est tout, ai-je dit en me levant. Demain, je reviendrai. Soit nous allons de l'avant avec ça, soit nous n'avançons pas du tout. Alors que je me dirigeais vers la porte, ma mère a appelé mon nom. Si nous disons non, a-t-elle demandé, la voix brisée, est-ce que tu t'en vas? J'ai marqué une pause, la main sur la poignée de porte. Je ne m'éloigne pas de vous, ai-je dit. Je marche vers moi-même. Le lendemain, quand je suis revenue, les papiers étaient signés. Pas de discours, pas d'excuses enveloppées de justifications, juste des signatures tremblantes et des visages fatigués. Le soulagement dans la pièce était réel, mais la perte l'était aussi. Quelque chose avait changé de façon permanente. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, ma sœur m'a regardé différemment de ce qu'elle avait toujours fait. Pas avec supériorité, pas avec attente, mais avec incertitude. Et pour la première fois, ce n'était pas mon problème à régler. Les retombées ne sont pas arrivées d'un seul coup. Elles sont venues par étapes silencieuses, chacune plus lourde que la précédente. Le premier changement fut pratique. Les actifs ont été listés, les abonnements annulés, les dépenses suivies au lieu d'être ignorées. Les chiffres ont cessé d'être abstraits pour devenir des limites. Mes parents ont réduit leurs attentes avant de réduire quoi que ce soit d'autre. Et cela a suffi à changer le ton de chaque conversation. La thérapie familiale a commencé quelques semaines plus tard, maladroite au début, défensive. Mon père parlait avec des phrases prudentes comme s'il avait peur de dire la mauvaise chose. Ma mère pleurait plus qu'elle ne parlait. Ma sœur s'asseyait raidement, les bras croisés, comme si la responsabilité était une langue qu'on ne lui avait jamais enseignée. J'écoutais plus que je ne parlais. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je n'avais plus besoin de convaincre qui que ce soit de ma réalité. La vérité avait déjà été écrite, signée et acceptée. Quelque chose d'inattendu s'est produit avec le temps. La panique s'est estompée. L'urgence s'est adoucie. Sans moi pour absorber silencieusement les conséquences, tout le monde a dû porter sa part. Ma sœur a appris à vivre avec l'inconfort au lieu de le refiler à quelqu'un d'autre. Mes parents ont arrêté d'utiliser des phrases comme « on va trouver une solution » quand ils voulaient vraiment dire « Mia va trouver une solution ». La relation n'a pas guéri de façon spectaculaire. Il n'y a pas eu de moment de cinéma, pas de transformation soudaine, mais il y a eu de l'espace. De l'espace là où la culpabilité vivait auparavant. De l'espace là où l'obligation pesait autrefois sur ma poitrine. De retour à Paris, ma vie semblait plus stable, plus légère. Je me concentrais sur mon travail. Je dormais mieux. J'ai arrêté de me crisper chaque fois que mon téléphone vibrait. Quand ma mère appelait, c'était pour demander comment j'allais, pas ce que je pouvais faire. Quand ma sœur envoyait un SMS, ce n'était pas suivi d'une demande. Le plus grand changement n'était pas le leur, cependant. C'était le mien. Je ne me sentais plus responsable de maintenir l'illusion que tout allait bien. Je ne me précipitais plus pour prouver ma valeur en réglant des problèmes qui n'étaient pas les miens. J'ai appris que les limites n'effacent pas l'amour. Elles définissent où il peut exister sans vous détruire. Un soir, assise seule dans mon appartement, j'ai réalisé quelque chose de simple et de profond. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas d'être choisie. Je m'étais déjà choisie moi-même. Et cela faisait toute la différence. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être la dernière dans ma famille signifiait que je devais faire plus d'efforts, donner plus, rester plus silencieuse. J'avais tort. Être dernière n'a jamais été une position pour laquelle il fallait se battre. C'était un signe pour sortir complètement de la file et construire une vie où ma valeur ne dépendait pas du sacrifice.
Si cette histoire vous a semblé inconfortablement familière, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-moi d'où vous écoutez. Et si des histoires comme celle-ci vous aident à respirer un peu plus facilement, abonnez-vous à Les Liens du passé pour ne pas manquer la prochaine.